Le Président, merci d'avoir accepté de nous rejoindre. Je substitue pendant quelques instants l'excellente présidente Madame Sonia de la Provôté. Et Monsieur le Président, le Sénat a décidé de la constitution d'une commission d'enquête et dont l'objet est de travailler sur les mécanismes de financement des politiques publiques par des organismes, sociétés ou fondations de droit privé et les risques en matière d'influence, d'absence de transparence financière et d'entrave au fonctionnement de la démocratie. Le champ d'action de ces financeurs privés est extrêmement large. Les sphères associatives, éducatives et culturelles semblent avoir leur faveur. Le travail de notre commission d'enquête consiste à analyser les règles qui encadrent les interventions des organismes, sociétés ou fondations de droit privé dans les politiques publiques citées et d'évaluer les risques en matière d'influence de cette non-transparence financière. Ce type de formation entraîne un certain formalisme juridique. Et avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal. Je vais donc vous inviter à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Et je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Voilà, Monsieur Oseredjuk, je vous propose de prêter serment. Je le jure et je n'ai pas de lien d'intérêt dont je puisse faire état. Très bien, merci Monsieur le Président. Nous allons vous donner la parole pour une courte introduction qui pourrait durer une dizaine de minutes. Mais avant, je laisse la parole à Madame la rapporteure et aux membres de la commission d'enquête, ou Madame la membre de la commission d'enquête qui voudra bien poser une question éventuellement. Voilà, ma chère collègue, Madame Brossel, Madame la rapporteure. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur. Merci de votre présence. En fait, il nous semblait que votre audition pourrait nous permettre de nous pencher sur l'efficacité et l'efficience de la fiscalité de la philanthropie en nous appuyant, et c'est pour cela que vous êtes à nos côtés aujourd'hui et nous vous en remercions, sur le rapport que la Cour des comptes a produit en mars 2024, c'est assez récent, à propos de la générosité en France. Une générosité qui n'est pas toujours totalement et uniquement désintéressée. Raison pour laquelle nous souhaitions savoir si des pistes d'amélioration du cadre fiscal vous semblent envisageables, en particulier dans les régimes de contrôle des organismes bénéficiaires. Et il s'agira également pour nous de nous pencher sur la multiplicité des régimes existants, qui a conduit la Cour des comptes à qualifier la cohérence d'ensemble du cadre de la philanthropie en France de perfectible. Je vous cite, ce qui est sans doute une litote en langage de magistrat financier. Est-ce que, par ailleurs, depuis la publication de votre rapport, ça fait maintenant 2 ans, est-ce que les véhicules de la philanthropie ont évolué ? Et quel est votre sentiment, à vous qui avez travaillé sur ce sujet, sur ce qui pourrait être de nature à faciliter la distinction, en particulier au regard des contreparties exigées, entre ce qui relève d'un engagement philanthropique effectif et ce qui pourrait s'apparenter à une stratégie d'influence, elle intéressée en matière d'influence sur les politiques publiques. Voilà l'entièreté et l'étendue de nos questions et merci encore de votre présence à nos côtés. Beaucoup, Madame la sénatrice, Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs et sénatrices, s'il en reste, puisque nous sommes en fin de journée. Alors, pour essayer de répondre à votre question, ainsi que commencer d'esquisser des réponses aux autres que j'ai reçues il y a quelques jours, je vais commencer par, si vous le permettez, faire un tout petit rappel du positionnement du contrôle de la Cour, puisqu'on va parler de contrôle. Et dans le travail que vous citiez à l'instant, on s'est surtout prononcé sur l'amélioration du contrôle que la Cour elle-même fait. Donc il faut peut-être bien avoir en tête son positionnement. Mais j'en profiterai aussi pour tirer de ce rapport que vous avez cité d'il y a 2 ans, le premier rapport bisannuel sur la générosité du public, un certain nombre de réponses aux questions que vous avez soulevées.
Alors, j'ai une présentation que je vais avancer comme ceci. Alors, elle est assez austère, comme la maison à laquelle j'appartiens. Pas très colorée, pardon, mais je vais essayer de la faire vivre un petit peu. Vous savez, donc la compétence de la Cour date de 1991 sur les organismes faisant appel à la générosité du public. Au départ, c'est ça la première notion. C'est une compétence dite facultative, c'est-à-dire qu'on est dans la catégorie où la Cour peut contrôler. Il y a un grand nombre d'organismes. La Cour n'est pas obligée de tous les contrôler, elle en contrôle certains. Et on reviendra sur les modalités de choix, si cela vous intéresse. En 2010, et donc c'est relativement récent, cette compétence a été étendue à une deuxième catégorie. C'est le contrôle de la conformité des dépenses avec les objectifs des organismes bénéficiant d'un avantage fiscal. C'est-à-dire que là, on a commencé à viser le mécénat, et pas seulement, comme dans la loi de 91, qui, vous vous en souvenez peut-être, faisait suite au scandale de l'ARC, dans les organismes qui font appel à la générosité de tout un chacun. Alors, il s'agit, et ça il faut vraiment bien le comprendre dans les deux cas, c'est pas le contrôle standard de la Cour. Le contrôle standard de la Cour, c'est le bon emploi des fonds publics avec ce que ça comporte de pertinence, d'efficacité, de qualité de la gestion, etc. Ici, on est sur une notion d'emploi conforme, c'est ce que dit la loi, conforme aux objectifs. La philosophie de la loi, c'est d'assurer que l'intention du donateur, quand c'est par appel à la générosité du public, ou bien l'intention du mécène, dans le deuxième cas, donc financement d'un grand mécène à un organisme qui ensuite bénéficie d'un avantage fiscal, est bien respecté. Et on est évidemment moins attentif aux questions de qualité de gestion et de performance, parce qu'on est dans le monde du non lucratif, du bénévolat, avec des gens qui sont venus là pour donner un peu de leur temps, et pas pour qu'on leur parle de performance, comme on a raison de le faire s'agissant de fonctionnaires qui effectuent des missions pour le compte des pouvoirs publics, et pour notre compte à tous. Alors, c'est vraiment cette notion d'emploi conforme qui guide ce que nous faisons. Par rapport à votre question aussi, il faut savoir que certains organismes sont financés simultanément par la générosité du public, par des mécènes et aussi par les pouvoirs publics. Si on prend l'exemple d'une fondation que tout le monde connaît, qui est Personnage, Personnage, en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils accueillent dans des établissements spécialisés pour ça des personnes en situation de handicap mental. Et en réalité, ils sont déjà payés pour ça par les pouvoirs publics. L'argent qu'ils retirent auprès du grand public leur permet d'améliorer la qualité de la prestation. Donc il y a bien ce double financement qui coexiste dans ce qui est proposé par l'association. Alors, en quoi ça consiste de contrôler la conformité de l'emploi? En pratique, c'est plusieurs choses. C'est d'abord vérifier la comptabilité. On est une Cour des comptes. Et il y a des normes comptables spécifiques pour les comptes de ces objets, qui, notamment dès qu'on fait appel à la générosité du public, moins quand on fait appel au mécénat. Et l'idée de vérifier que la comptabilité est construite correctement en respectant ces règles, c'est ensuite de s'assurer que les fonds, de pouvoir tracer l'emploi des fonds pour faire notre contrôle de la conformité de cet emploi à ce qui a été annoncé aux donateurs. On contrôle également la qualité de l'information fournie aux donateurs pour qu'ils puissent aussi faire ce contrôle, un contrôle de premier niveau lui-même, si je puis dire. Et on contrôle également le bon fonctionnement des instances de gouvernance et au moins l'existence d'une stratégie. On ne discute pas forcément le contenu de cette stratégie, mais on vérifie que l'organisme sait à peu près où il va. Et enfin, un dernier élément, on contrôle la maîtrise des risques, ce qui permet de couvrir un certain nombre de problématiques, de procédures, de contrôle interne, etc. Alors, quand il y a appel à la générosité du public, la cause défendue doit aussi s'inscrire dans une liste limitative de causes, listée par la loi, je ne le développe pas. Point extrêmement important pour le sujet qui vous occupe, nous ne nous prononçons pas sur les cas de non-respect éventuel d'une réglementation qui est sanctionnée par une autre autorité. La protection des données personnelles est sanctionnée par la CNIL, le respect de la laïcité par le ministère de l'Intérieur sous le contrôle du Conseil d'État, le respect de la condition d'intérêt général, qui vous intéresse, j'imagine, est d'abord sanctionné par l'administration fiscale. C'est une notion fiscale. L'administration fiscale a développé toute une grille de critères pour l'apprécier que vous connaissez, que vous suivez ce sujet. Et donc dans ce cas-là, si nous, on a l'intuition, et je pourrais y revenir, que cette condition d'intérêt général n'est pas vérifiée, on ne va pas l'écrire telle qu'elle, on va dire qu'il y a un risque qu'elle ne le soit pas et qu'il appartient à l'administration fiscale, qui sera destinataire de nos observations, de faire éventuellement le contrôle et la sanction de son côté. Alors, en pratique, comment est-ce qu'on le fait? On réalise 3 à 4 contrôles par an. Dans la section que je préside, la deuxième section de la 5e chambre, nous avons également le contrôle, dans nos compétences, nous avons également le contrôle des politiques en matière d'asile et d'immigration légale, de lutte contre la pauvreté, de handicap, de protection de l'enfance, de protection des majeurs, et nous sommes une vingtaine de personnes. Donc avec cet effectif, nous pouvons consacrer
finalement voilà, les magistrats, les rapporteurs, qui permettent de faire 3 à 4 contrôles par an. On choisit les cibles de contrôle en fonction d'un certain nombre de critères qui, pour nous, correspondent aux enjeux. La taille, est-ce que les organismes thésaurisent l'argent, la masse sans le dépenser, est-ce qu'ils ont cru rapidement, est-ce qu'on les a contrôlés anciennement. Et puis, comme tout le monde, on lit la presse et on reçoit des signalements, des dénonciations, voire des dénonciations. Alors, si je fais tous ces préparatifs, c'est peut-être pour vous expliquer quelque chose qui pourra vous paraître un manque, mais il nous a semblé à nous, dans les priorités que nous sommes fixées jusqu'ici, que l'appel à la générosité du public restait quand même le cœur du contrôle de la Cour. Parce que, si vous voulez, un mécène, quand il finance une activité, il a les moyens généralement de s'assurer que l'argent est employé comme il l'a souhaité ou comme on le lui a raconté qu'il le serait. Le grand public, lui, il n'est pas en situation de le faire, donc seule la Cour peut le faire pour lui. Alors, c'est pour cette raison que des contrôles au titre de la compétence de 2010 sur les organismes qui ne font pas appel à la générosité du public et sont financés uniquement par le mécénat, on n'en a pas fait énormément. On a fait la Fondation Areva en 2011, la Fondation d'entreprise Vinci en 2013, la Fondation Louis Vuitton en 2018, qui a amené à toute une réflexion sur l'ampleur de la déduction fiscale en fonction et depuis la loi a été modifiée. Et voilà, parce qu'en réalité, le sujet de conformité des objectifs, qui est le cœur du contrôle de la Cour, il est rarement pertinent sur ces objets-là. Et ce sur quoi on tombe, ça va être en réalité des questions de respect de la condition d'intérêt général, sur lesquelles on n'est pas les premiers, encore une fois, décisionnaires, puisqu'encore une fois, c'est la DGFiP. Et puis, vous dire un mot de ce qu'on contrôle en matière de fonds de dotation, puisqu'on a assisté, comme vous, au développement de cet objet qui vous préoccupe. Et donc, on a programmé des contrôles par vague. Une première vague de 9 contrôles de fonds de dotation en 2022, une deuxième vague de 3 contrôles en 2025. Mais la plupart du temps, ces fonds de dotation faisaient appel à la générosité du public. Et je reviendrai sur les enseignements de ces contrôles. Alors, et j'espère ne pas être trop long, mais j'entre maintenant vraiment dans ce qui est vos préoccupations très directes. Puisque vous l'avez évoqué, Madame Brossel, à l'instant. Nous nous sommes émus en 2024, de la multiplicité des types de véhicules et du fait qu'il y avait toute une ingénierie qui se montait en générosité du public, avec des associations qui créent des fondations, qui créent elles-mêmes des fonds de dotation, et que tout ça faisait des constructions qui étaient problématiques, sans qu'on ait peut-être expliqué suffisamment pourquoi, et c'est heureux que vous me donniez l'occasion de le faire. Alors, d'abord dire que cette ingénierie philanthropique, et d'autres que moi vous le diront, elle n'est pas forcément contestable en soi, et elle permet aux organismes de faire un certain nombre de choses qui ne sont pas dommageables en elles-mêmes. L'idée d'un fonds de dotation, c'est-à-dire de dire au donateur, votre don, il vivra éternellement parce qu'il va générer des intérêts, et c'est le résultat de ces intérêts qui permettront de conduire la politique, ça a eu énormément de succès aux États-Unis, c'est un argument marketing très puissant, et il n'était pas impensable d'ouvrir cette possibilité en France, et ça a été fait, comme vous le savez, par la loi Aillagon. Voilà, ça permet aussi de sanctuariser une partie de son patrimoine dans une fondation ou dans un fonds de dotation. Voilà, donc le fait qu'il y ait différentes possibilités, tout un mécano, n'est pas en soi contestable. Cela dit, ce qu'on a pu voir, nous, c'est finalement 3 enjeux posés par cette ingénierie. Le premier, c'est un problème de respect des règles de gouvernance qui sont propres à chaque type d'entité. Alors, on a pu voir, par exemple, un musée qui crée un fonds de dotation. Donc, il allait chercher des mécènes qui apportaient de l'argent dans ce fonds de dotation. Mais ensuite, alors que c'était le conseil d'administration composé de ces mécènes qui devaient décider de l'affectation des fonds, le musée préemptait 50% des sommes versées pour les affecter sans consulter les mécènes eux-mêmes. Voilà, donc typiquement non-respect des règles de gouvernance. Ensuite, on a eu un cas, alors c'est le cas Valentin Ahuy, où une association crée une fondation pour ensuite tenter d'obliger cette fondation à la financer en retour, alors qu'une fondation doit être indépendante et ne reçoit d'instructions de personne. Elle doit être libre d'affecter les fonds dont elle dispose. Enfin, la possibilité de se placer sous l'égide d'une fondation existante, qui est dite abritante. Dans ce cas-là, la fondation abritante doit contrôler l'abrité, et on s'est rendu compte qu'un certain nombre de cas, ce n'était pas fait. Deuxième enjeu, l'ingénierie suppose que le paysage d'ensemble reste cohérent. Je n'avais pas avancé sur le... Vous n'aviez pas l'illustration écrite de ce que je vous racontais, mais je me rattrape et là j'y suis. Donc le deuxième enjeu d'ingénierie suppose que le paysage d'ensemble reste cohérent, c'est-à-dire que les avantages fiscaux soient proportionnés aux exigences institutionnelles et aux conditions, à la facilité d'accès aux véhicules.
Et les fonds de dotation, on l'a écrit quasiment en ces termes, font une concurrence déloyale et des formes juridiques plus exigeantes. Les associations reconnues d'utilité publique, les fondations reconnues d'utilité publique. Ils permettent la perception aisée de dons notariés et de legs, avec des règles de création et de gouvernance très souples. On a dû vous dire, vous savez, que la reconnaissance d'utilité publique est un long parcours. Alors, vous connaissez les contraintes de gouvernance des fondations reconnues d'utilité publique, présence d'un commissaire du gouvernement, 15 membres répartis en collège, voilà, il faut 1,5 million de capital, etc. Vous n'avez pas du tout ça pour un fonds de dotation. Donc je passe rapidement. Et le troisième enjeu, et le dernier, c'est que toute cette ingénierie, finalement, elle complexifie l'analyse des contrôleurs. Elle peut s'opposer à la bonne appréhension des coûts de chaque structure, parce qu'on a beaucoup dans ces galaxies d'entités qui mettent à disposition d'une autre du groupe des moyens, du personnel, des locaux, sans les refacturer. Et donc, optiquement, on ne sait plus très bien qui porte les coûts de quoi. Et en présentation, après, on peut raconter une histoire au donateur sur laquelle on a des coûts de fonctionnement très faibles, mais en fait, c'est parce qu'on a une entité sœur qui les a pris en charge. Ça peut aussi poser des difficultés pour le contrôle, et ça, c'est plus embêtant, parce que une entité peut apporter les fonds à une autre. Il y a un certain nombre de fonds de dotation, mais aussi de fondations, d'associations qui en financent d'autres, qui sont distributeurs, et ainsi de suite en cascade. Et là, il y a une anomalie qu'on a soulignée dans le rapport 2024, qui est que la Cour n'a pas de droit de suite sur le contrôle des organismes bénéficiant d'un avantage fiscal. C'est-à-dire que si je contrôle un organisme qui fait appel à la générosité du public, que cet organisme en finance un autre, la loi est rédigée de manière à ce que je puisse aller contrôler ce qui est devenu le don initial chez le destinataire final. Or, quand on a construit la loi de 2010, et donc on a étendu la compétence de la Cour aux fonds qui, sans faire, aux objets, aux organismes qui, sans faire appel à la générosité du public, bénéficient de mécénat, on n'a pas ouvert la même possibilité d'aller voir ce que deviennent les fonds chez les organismes récipiendaires. C'est sans doute un oubli, et on essaye on a suggéré à la représentation nationale de le corriger en 2024. Et donc on est dans l'incapacité finalement de suivre ce que j'écris ici en profondeur l'emploi des fonds issus du mécénat qui sont placés dans un fonds dit distributif, c'est-à-dire qui finance lui-même d'autres actions. Et donc s'il y a un sujet dans les actions financées, s'il y a un sujet de respect de la condition d'intérêt général, on n'est pas en situation d'alerter véritablement l'administration fiscale dont c'est le travail. Alors j'en viens à une autre question que vous aviez posée, et j'en aurai bientôt terminé, qui est est-ce que les capacités, le régime de contrôle vu de la Cour est efficace et pertinent. Ce que nous avons souligné dans le rapport de 2024, c'est que la création d'une possibilité de déclaration de non-conformité, quand encore une fois l'emploi des fonds n'est pas conforme à l'histoire qu'on avait racontée aux donateurs, eh bien, cette possibilité, en réalité, elle débouche sur la saisine du ministre chargé des comptes publics pour qu'il suspende l'avantage fiscal pendant 2 ans. Autant dire qu'il tue l'association. Donc, il ne le fait que d'une main tremblante. Et alors que la Cour l'a proposé un certain nombre de fois, cette décision n'a été prise que dans à peu près un cas sur 2. Très souvent, et le ministre qui doit justifier, s'il ne suit pas, s'il ne suspend pas, nous explique que l'association va s'amender, etc. Et c'est tout à fait compréhensible, mais qu'il ait cette réaction. Ceci étant, on voit bien qu'on a une sorte d'arme nucléaire et on n'a pas la sanction intermédiaire qui permettrait, encore une fois, de ne pas simplement signer l'arrêt de mort de l'organisme concerné qui ne le mérite pas forcément de fait. Alors, on a réfléchi dans le rapport, on a esquissé certaines pistes. La vérité oblige à dire qu'aucune n'est complètement concluante, puisqu'on s'est poser la question de savoir si on pouvait imaginer un nouveau cas de prononcé d'amende pour les organismes concernés ou pour leurs dirigeants. Aujourd'hui, la Chambre du contentieux de la Cour des comptes a une possibilité d'amende dans un certain nombre de cas, non-présentation de comptes, faute lourde de gestion, etc. Mais se dire qu'on crée une nouvelle amende pour un emploi non conforme des fonds avec une procédure où à nouveau, ce n'est pas la Cour qui en dispose, mais qui saisit en son sein sa Chambre du contentieux. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'il faudrait construire ça uniquement pour les dirigeants d'associations alors qu'on ne le fait pas, alors qu'il n'y a pas pour les dirigeants d'organismes publics en général ou dans des cas très restreints. Donc est-ce qu'il faut rouvrir tout ce sujet-là? Alors une piste peut-être plus pragmatique, c'est de mieux faire connaître, d'obliger les organismes à mieux faire connaître quand ils ont subi de la part de la Cour une déclaration de non-conformité. Le lire dans les instances, comme on le fait dans les chambres régionales des comptes quand il y a un problème avec les collectivités locales,
exiger l'affichage de cette déclaration dans les campagnes de dons ou sur le site, ce qui risque de décourager, mais là aussi peut-être trop les donateurs. Rendre un second contrôle de la Cour rapidement plus systématique. Imaginez un mécanisme d'astreinte, peut-être encore plus compliqué que la sanction directe. Donc encore une fois, pas de solution simple à ce problème. Et j'en viens aux enseignements des travaux que nous avons menés sur les fonds de dotation. Donc une première vague, comme je vous le disais, en 2022. Donc ce qu'on a constaté, c'est donc une très grande variété. On a fait donc 9 contrôles. On a vu un certain nombre de questions d'ingénierie que j'évoquais tout à l'heure, donc des fonds de dotation dont les coûts étaient pris en charge indirectement par une autre entité. Donc ça concernait le fonds de dotation du PSG, celui du CHU de Lille, une association caritative qui s'appelle Simon de Sirène, qui avait également créé un fonds de dotation. Et puis, une part tout juste suffisante des emplois consacrés à ce qu'on appelle les missions sociales, c'est-à-dire le cœur de l'activité pour laquelle on a sollicité le don, à différencier des frais de collecte et des frais de fonctionnement. Et ça, on l'a observé dans le fonds de dotation du PSG à l'époque et dans le Fonds français pour l'alimentation et la santé. Et dans 2 cas, la Cour a rappelé la nécessité de veiller au respect de cette fameuse condition d'intérêt général dans le choix des projets à financer. C'était sur deux fonds qui étaient financés par des interprofessionnalités. Un fonds qui s'appelait Avenir Cognac, qui collectait auprès des viticulteurs de la région, et qui au départ devait financer un plateau technique sur les feux d'alcool pour que les pompiers puissent s'entraîner sur cette question. Et ils l'ont fait, mais il leur restait de l'argent, ils ne savaient plus quoi en faire, et nous leur avons dit, quoi que vous fassiez, ça devra respecter l'intérêt général et pas être au service des intérêts de l'interprofessionnalité. Et même chose pour le Fonds français pour l'alimentation et la santé, financé par les industriels de l'agroalimentaire et qui devait financer des recherches en matière de santé et qui, à un moment donné, s'est demandé ce qu'il allait véritablement faire de son argent. Donc voilà, cette condition d'intérêt général, nous n'hésitons pas à rappeler son existence, même si, encore une fois, ce n'est pas nous qui sanctionnons son respect. Sur la deuxième vague, maintenant, celle qui est toute récente, ce qui nous avait intéressé, c'était les fonds qui étaient dans une orbite commerciale. Donc on s'est intéressé à 3 fonds. Alors, ce qu'on a constaté, c'était une méconnaissance des conditions. Ça, c'est un autre sujet fiscal posé par l'administration à la déductibilité des dons qui financent des actions à l'étranger, puisque l'administration fiscale exige dans ce cas-là, hors espace économique européen, que l'organisme qui finance maîtrise parfaitement le projet qu'il finance à l'étranger, pour éviter que l'argent parte dans des pays plus ou moins recommandables et soit utilisé, là encore, de manière plus ou moins recommandable sans qu'on ait un contrôle suffisant. Et on a constaté aussi une forte incompréhension de l'équation économique d'un fonds de dotation. On le revoyait ensemble tout à l'heure, un fonds de dotation, ça finance des actions avec les intérêts issus des placements. En principe, la dotation n'est pas consommée du fonds, même si ça n'est pas interdit de la consommer. Et on a beaucoup d'acteurs qui créent un petit fonds, dans lesquels ils vont être 1, 2, 3, 5 millions. Il faut voir que un fonds de 5 millions d'euros, ça génère à peu près 150 000 euros de produits annuels. Donc ça ne permet pas de faire grand-chose en réalité. Et pourtant, il faut très vite des frais d'avocat, il faut des frais de comptable, il faut des locaux, il faut un directeur, un fonds de dotation, il faut un certain nombre de choses. Il faut des commissaires aux comptes, il faut une comptabilité à produire à la Cour des comptes. Et donc tout ça coûte un peu d'argent. Et quand en réalité vous avez 150 000 euros de produits, vous avez vite fait d'avoir 70, 80, 100 000 euros de frais. Et donc l'opération n'a en réalité aucun intérêt. Et ça, on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ne l'ont pas compris. Enfin, sur la sélection des fonds à contrôler, vous savez qu'il y a 4 000, 5 000, 6 000 fonds de dotation. Aujourd'hui, alors la loi, depuis la loi de 2021, je crois, a renforcé les possibilités de contrôle sur ces fonds de dotation. La déclaration est beaucoup plus systématique, beaucoup plus contrôlée. Mais le ministère de l'Intérieur est encore en train, j'imagine que vous l'avez vu dans vos auditions, est encore en train de construire les bases de données qui permettent de recenser tout ça et de trier assez rapidement, d'identifier les bons clients pour un contrôle. Et donc nous, on continue de le faire d'une manière très artisanale et on est dans l'attente de l'avancée de cette base de données du ministère de l'Intérieur. Et je terminerai donc sur 2 conclusions. Pardon d'avoir été un peu long, mais je crois que je suis vraiment déjà rentré dans vos préoccupations. 2 conclusions de ce rapport bisannuel qui peuvent vous intéresser. Donc nous avons dit que l'encadrement des fonds de dotation pourrait être renforcé, au moins pour les fonds les plus importants par leur surface financière, dans le sens où la condition d'intérêt général, elle devrait être au moins vérifiée ex ante, et pas seulement ex post, quand on aura le temps, l'occasion de contrôler, à partir du moment où on franchit un certain seuil, alors qu'il ne nous appartenait pas de définir.
Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce que j'appelais le droit de suite doit être étendu aux entités financées par les organismes bénéficiant d'un avantage fiscal, alors qu'encore une fois, il ne l'est aujourd'hui que pour les organismes qui font appel à la générosité du public. Voilà, j'ai terminé. Pardon si j'ai été un petit peu long. Tu veux poser des questions? Si Oui, je peux. oui. Excusez-moi, je suis un peu... Si vous m'y autorisez, Madame la Présidente, mais je serai rapide. Je vous autorise, Madame la rapporteure. Merci beaucoup, monsieur. Et j'en aurai peu parce que votre présentation était extrêmement complète et je vous en remercie. D'abord, savoir sur cette question du droit de suite, sur le contrôle des organismes qui bénéficient d'un avantage fiscal. Pardon pour mon ignorance, elle est immense. Ça dépend de qui doit autoriser la Cour à pouvoir acquérir ce droit de suite. Est-ce que c'est le législateur? Est-ce que c'est pas le... Oui, voilà. Donc c'est notre travail à nous. Très bien, merci beaucoup. Et deuxième question. Vous nous avez listé à la suite de votre première campagne de contrôle un certain nombre de pistes et perspectives que vous aviez imaginées pour construire l'étape intermédiaire avant la sanction de type bombe nucléaire de suspension par le ministre de l'avantage fiscal. Et vous avez dit qu'il n'y en avait aucune qui était consensuelle. En tout cas, c'est ce qui était écrit. J'ai bien compris pour l'amende, l'affichage, l'astreinte. Et pourquoi sur le second contrôle, ça n'est pas consensuel? Maintenant que j'ai compris que c'était le travail des législateurs, je voudrais savoir pourquoi ça n'est pas consensuel. Alors, c'était pas consensuel parce qu'en réalité, c'était au départ, dans nos échanges, c'était surtout l'administration fiscale qui nous disait, au départ, nous leur avait proposé un schéma dans lequel le ministre aurait eu un pouvoir d'amende, au lieu de donner un pouvoir d'amende à la Cour elle-même. Encore une fois, qui était rouvrir un sujet déjà très compliqué, pour que le ministre lui-même ait une gamme de sanctions plus réduite. La difficulté de ce pouvoir d'amende, c'est que soit s'il porte sur l'association, mais en réalité, ça veut dire que vous reprenez l'argent que les donateurs ont apporté, et dont ils souhaitaient que... C'est un peu la double peine, si vous voulez. Vous souhaitez que cet argent aille effectivement à certaines bonnes œuvres, et non seulement la Cour considère qu'il n'y va pas assez, mais comme sanction, on considère qu'en plus, on doit en retirer pour payer une amende. Donc il faudrait que ce soit une amende aux personnes. Et alors là, on rentrait sur des sujets. Est-ce que le ministre, des sujets que pour ma part, je ne maîtrise pas, mais c'est l'administration fiscale qui les connaît. Voilà, est-ce que le ministre pourrait avoir un pouvoir d'amende sur des personnes physiques? Ça paraissait assez compliqué. Alors pourquoi est-ce que ensuite que la Cour fasse un deuxième contrôle très, très rapproché nous satisfaisait pas forcément, parce que on s'était dit, on écrit que de manière assez systématique, dans le cas où on identifie des dysfonctionnements dans un premier contrôle, on reviendra pour un deuxième. Ça donne l'impression que le premier ne sert à rien finalement, que une espèce de coup d'essai dans lequel on peut toujours passer à travers. Et puis si on n'a pas de chance, on se paye un deuxième contrôle et là les ennuis commencent vraiment. Donc on avait l'impression que ça dévalorisait le premier contrôle, de se dire en cas de problème, on va automatiquement dire il y aura un deuxième contrôle dans 2 ans. Dans 3 ans. Alors on ne s'interdit pas de le faire, et il est arrivé qu'on le fasse. Mais prévoir dans la loi ou dans la réglementation que la Cour des comptes retourne systématiquement dans les 2 ans lorsque telle et telle condition sont remplies, ça nous semblait pas la meilleure utilisation possible de nos moyens. Merci beaucoup. J'ai une deuxième question, si vous m'y autorisez, Monsieur le Président. Sûr. Merci beaucoup. On a eu l'occasion d'auditionner d'abord beaucoup des intervenants du monde de la philanthropie, et nous sommes extrêmement conscients, et je crois tous, du fait qu'il faut toucher la main tremblante au sujet et de fiscalité et d'encadrement de la philanthropie, parce que sans le monde de l'écosystème de la philanthropie aujourd'hui dans notre pays, il n'y aurait pas, au moins, d'innovation sociale, d'innovation territoriale et de capacité à construire du commun et du partage. Donc nous sommes très conscients de cela. Pour autant, la question des fonds de dotation, si elle apparaît dans les travaux de la Cour des comptes, si elle apparaît dans les travaux de l'inspection générale de l'administration, si elle apparaît dans le rétroviseur d'un certain nombre d'administrations, c'est parce que
la multiplication des fonds de dotation a quand même bouleversé le paysage de la philanthropie et on n'a pas totalement construit les étapes d'observation et de contrôle adéquates. Pour autant, manifestement une forme de consensus qui commence à exister sur le fait que nous pourrions collectivement et en responsabilité avancer et sur l'observation et sur le contrôle et l'encadrement. Quand vous dites, enfin vous écrivez, pardon, l'encadrement des fonds de dotation pourrait être renforcé seulement pour les fonds les plus importants par leur surface financière, c'est une proposition que vous avez partagée d'une manière ou d'une autre avec les administrations en responsabilité et qui rencontrent quel type d'écho? Et de la même façon, est-ce que c'est une proposition que vous avez partagée avec le centre, le CFF, le Centre français des fondations, avec l'écosystème qui organise la représentation des acteurs de la philanthropie? Et là aussi, quel écho avez-vous reçu à cette proposition? Alors oui, avant d'être publié, ce rapport, comme tous les travaux de la Cour des comptes, a été contredit avec les principaux protagonistes. Donc bien évidemment du côté de l'administration, donc du côté de la DLPAJ, du ministère de l'Intérieur, de la DGFiP à Bercy. Voilà, on n'a pas perçu d'hostilité sur cette proposition. Après, la balle n'a pas été saisie au bon, mais il y a eu beaucoup d'autres sujets à porter, donc c'est pas forcément étonnant. Et c'était il n'y a pas autant de temps que ça. Pour ce qui est du Centre français des fonds de dotation et puis de France Générosité, on les a consultés plus informellement parce qu'ils n'étaient pas... comment dire, on n'avait pas de raison de contredire formellement avec eux, mais on a quand même pris le soin de le faire de manière informelle. Et sans surprise, à l'époque, le Centre français des fonds de dotation était relativement sur la réserve pour tout ce qui pouvait concerner le durcissement de la réglementation à l'encontre de ce véhicule. Et France Générosité, alors j'ai plus le souvenir exact de leur position, puisque tout ça relève un petit peu de l'informel, si vous voulez. Mais bon, il n'y avait pas non plus d'appétence pour un renforcement à l'époque du cadre, peut-être par un pacte de non-agression, je ne sais pas, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises, j'ai pas la mémoire très mais en tout cas, il n'y a pas eu d'engouement très fort sur nos propositions. Ça peut arriver la première fois, vous pouvez revenir une deuxième fois. Et dernière question en ce qui me concerne, nous avons eu l'occasion de nous arrêter pour faire une forme de focus sur un certain nombre de politiques publiques au cours de nos travaux, notamment sur les questions d'éducation, de culture et patrimoine, etc. etc. Et nous avons été parfois étonnés de voir la modification, je pense au paysage des établissements privés hors contrat, qui sont, et c'est la suite d'une initiative sénatoriale devenue loi Gatel, aujourd'hui contrôlée, mais dont là aussi le paysage manifestement a bougé sans que les autorités qui seraient chargées d'observer, de contrôler, de réguler, aient elles totalement évolué, avec un adossement maintenant courant entre des établissements privés hors contrat et des fondations ou des fonds de dotation, et donc qui sont bénéficiaires d'un avantage fiscal. Aujourd'hui, pardon de le dire trivialement, ce sujet n'est pas du tout regardé par le ministère de l'Éducation nationale. C'est un peu complexe de trouver qui s'en occupe. Est-ce qu'à la Cour, vous avez un regard croisé avec la section qui travaille sur les questions d'éducation et qui produit beaucoup? Voilà. Est-ce qu'il y a là aussi un regard croisé sur ce type de sujet? Écoutez, non, malheureusement, je n'ai pas évoqué ce sujet que je ne connais pas très bien, pour tout vous dire, avec mon collègue de la 3e chambre, que je connais personnellement. On s'est parlé très récemment d'un autre sujet de croisement de compétences, mais vraiment pas de celui-là. Il faut voir qu'à la Cour des comptes, nous aussi, on est quand même très guidés par la taille des objets. C'est-à-dire qu'en dessous de 5, 10 millions, on se dit que
l'enjeu pour le contribuable est quand même pas si considérable. Alors évidemment, la problématique que vous soulevez, elle peut être émiettée avec des dizaines et des dizaines de fonds, de dizaines d'établissements qui chacun pèsent quelques centaines de milliers d'euros. Mais du coup, un contrôle de la Cour, c'est deux magistrats qui vont tout éplucher pendant 6 mois. Voilà, je ne peux pas programmer ça pour le fonds de dotation du petit établissement scolaire. Alors peut-être qu'il y a des gros, mais alors là, ça me renvoie plutôt à un autre sujet, qui est que on n'a pas suffisamment, avec le ministère de l'Intérieur, avec nos collègues de la DGFiP, d'intelligence collective et partagée pour cartographier l'univers des fonds de dotation. Et effectivement, aujourd'hui, je sais quelles sont les associations et les fondations qui lèvent beaucoup d'argent, parce qu'elles sont dans le paysage depuis longtemps, on les surveille, on met à jour des ratios comptables les concernant. Sur les fonds de dotation, j'ai beaucoup moins de visibilité. Oui, merci. Sur les fonds de dotation, vous avez dit que vous regardiez particulièrement celles qui font appel à la générosité du public. Pour celles qui font appel à la générosité du public, est-ce qu'elles respectent les déclarations, la demande d'appel à générosité du public, la déclaration des donateurs annuellement? Dans vos contrôles, est-ce que vous avez des ratios et des chiffres de celles qui le font, celles qui ne le font pas, sachant que c'est peut-être souvent les mêmes qui omettent de déclarer leurs comptes et de les déposer en préfecture? On a quand même, avec le volume des fonds de dotation qui sont créés et qui fonctionnent ou qui sont dormants, un problème de base sur le déclaratif, en fait. Moi, j'ai pas conscience d'une singularité des fonds de dotation par rapport au respect de l'obligation de déclaration des campagnes d'appel à dons en préfecture, lorsque c'est ce véhicule juridique-là qui fait appel à la générosité du public. C'est une condition qui est remplie le plus souvent par tous les acteurs qui sont un peu professionnalisés. On a parfois des oublis, on a des grands acteurs, alors leur nom ne revient pas forcément à l'esprit, mais des acteurs que tout le monde connaît qui, une année, oublient la formalité consistant à déclarer à nouveau en préfecture. On a effectivement des acteurs plus petits auxquels ça arrive également, mais je n'ai pas souvenir d'une singularité des fonds de dotation de ce point de vue-là. Concernant les FRUP, qui sont là des plus gros acteurs et qui, vous l'avez dit, sont dans des contraintes qui sont fortes, est-ce que vous avez eu connaissance de FRUP qui ont perdu ce statut pour non-respect de leurs obligations ou inadéquation de leur levée de fonds par rapport à leurs objectifs ou par rapport au respect de projets, y compris républicains, par rapport à l'intérêt général? Ça ne me dit rien. Il nous est arrivé quand même dans des contrôles de FRUP de dire il y a peut-être un sujet sur telle ou telle activité qu'il faudrait vérifier avec les autorités compétentes, ministère de l'Intérieur, Conseil d'État. Mais je n'ai pas le souvenir que ça a été jusqu'à la déchéance de la qualité, mais ça a pu arriver. Là, c'est vraiment le Conseil d'État connaîtrait ça, pourrait vous répondre beaucoup mieux que moi là-dessus. Est-ce que les fonds de dotation ou les fondations entre elles peuvent se consentir des prêts? Est-ce que c'est un sujet sur lequel s'est penchée la Cour? Je me souvenir qu'il y a eu une innovation juridique il n'y a pas très longtemps qui a permis ça. Mais j'avoue qu'on n'est pas tombé dans ce que nous on a regardé, on n'est pas tombé sur ce cas. Parce que nous, encore une fois, on fait très peu, si vous voulez, de travaux théoriques. Nous, on contrôle uniquement des objets. Donc on contrôle les restos du cœur, on contrôle les banques alimentaires, et on tombe ou on tombe pas sur le problème que vous évoquez. Et là, franchement, moi, ça fait 4 ans que je supervise les contrôles en la matière. J'ai vu 20-25 contrôles à peu près. Et je ne suis pas tombé là-dessus.
Mais selon vous, ça n'est pas une interdiction, a priori. Enfin, vous n'avez pas connaissance, en tout cas. Je crois au contraire me souvenir, mais encore une fois, il faudrait que je vérifie ça. Et il y a de bien meilleurs experts que moi là-dessus, qu'il y a eu une possibilité qui a été ouverte juridiquement, mais je peux me tromper. Et puis, ma deuxième question, vous avez parlé de la complexité, du champ immense, du fait de la multiplication de ces organismes caritatifs. Et est-ce qu'à la Cour, aujourd'hui, on a une réflexion sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au service d'une meilleure surveillance de ces dispositifs? Alors, on a une réflexion à la Cour sur l'intelligence artificielle, et elle en est à ses prémices, hein, comme dans beaucoup d'institutions. Et de toute façon, le nerf de l'intelligence artificielle, c'est de la donnée. Donc, quand bien même on aurait un canevas d'analyse du risque voilà, très, très sophistiqué, et qui recourt à l'intelligence artificielle et qui nous permettent de détecter des anomalies, il faudrait pour cela qu'on puisse nourrir la bête avec des données que nous n'avons pas, en bonne partie. Alors que nous avions commencé à constituer de notre côté, mais qui était très fruste. Et on essaye de se raccrocher au wagon du ministère de l'Intérieur qui, comme on le disait, a cet objectif de constituer une base de données exhaustive, fiable, etc. Une fois qu'on aura cette base de données, on réfléchira à la manière dont on la crible pour en faire ressortir les objets de contrôle. On peut avoir aussi de l'intelligence artificielle qui crawl, comme on dit, enfin qui scanne finalement de la presse, et donc qui permet de repérer, même si on a une revue de presse comme tout le monde qui nous alerte sur certaines choses, on ne voit pas tout, parce qu'il y a un certain nombre d'associations qui sont locales, on ne crible pas forcément toute la PQR, etc. Et donc il peut nous échapper un certain nombre de choses. Donc pour répondre vraiment à votre question, sur l'intelligence artificielle, la maison est au début de la réflexion. C'est pas exclu, mais je pense que la première étape, c'est d'abord la donnée. Bien, merci beaucoup. Vous m'autorisez, pardon, Bien sûr. une dernière question qui finalement n'est pas prévue, mais qui est dans la poursuite de votre question, Monsieur Blanc. Vous nous avez dit à l'issue de la seconde vague de contrôle un certain nombre de constats, voire préconisations, et vous avez terminé sur on a besoin d'une base de données, on vient d'en parler. Et je m'étais noté la question, et une fois que cette base de données existera, qu'est-ce que vous en ferez ? Est-ce que la seule réponse est en lien avec la question posée à l'instant par Étienne Blanc ? Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir, anticiper au sein de la Cour sur la façon dont vous pourriez utiliser cette donnée qui finira par exister ? Est-ce que vous avez des axes prioritaires ou privilégiés sur lesquels vous souhaiteriez travailler ? Alors, il y a un sujet qui nous occupe en ce moment, qui est ce qu'on appelle la thésaurisation dans les organismes qui font appel à la générosité du public. C'est-à-dire le fait de continuer année après année à appeler à la générosité et en fait à dépenser année après année beaucoup moins que ce qu'on a collecté, ce qui fait qu'on a des réserves qui gonflent et qui sont inemployées et sans véritable projet d'emploi. Ça nous soucie un peu parce qu'il nous semble qu'on est aux limites finalement du respect de la promesse faite aux donateurs et donc aux limites en matière de conformité de l'emploi des dons. Si les dons sont stockés pour être placés, pour être employés peut-être un jour, sans que ce soit vraiment d'ailleurs forcément expliqué aux donateurs, on pense qu'on a un problème. C'est quelque chose qu'on va développer dans le prochain rapport bisannuel qui va apparaître en deuxième semestre 2026. Puisque la loi nous fait obligation maintenant de faire l'exercice auquel vous faisiez allusion tous les 2 ans. On l'avait un petit peu évoqué rapidement dans celui de 2024, mais c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup d'endroits et donc qui commence à nous soucier un peu. Et on aimerait bien sur la centaine ou les 150 très grands acteurs, disons au-dessus de 5 à 10 millions, du côté association, fondation, et sur peut-être les quelques dizaines de fonds de dotation qui dépassent aussi ce seuil, on aimerait bien avoir une recette qui nous permet très facilement de savoir ceux qui ont accumulé, une petite moulinette qui nous permet très facilement de savoir ceux qui accumulent année après année sans dépenser, pour aller voir de plus près ce que devient l'argent. Donc c'est un exemple de choses sur lesquelles on pourrait se concentrer. Une autre, je l'évoquais aussi, c'est le cas dans lequel
des associations ont des moyens, on rencontre beaucoup de succès, elles arrivent sur une thématique nouvelle, il y en a, et où elles ont une communication très efficace, et donc l'argent afflue, et elles n'ont pas forcément les procédures, les compétences pour gérer effectivement 10, 20, 50 millions. Ça ne se gère pas comme 500 000 ou 1 million. Et donc pour nous, c'est un facteur de risque. Quand cette situation-là, on l'identifie, généralement, on sait que les procédures, la maîtrise des risques est très en retard sur la courbe de progression des dons. Donc c'est aussi un facteur, encore une fois qu'on aura la donnée, qui nous permettra de mieux orienter nos contrôles. Merci à vous, merci de votre attention. Merci, monsieur.